Archives New York, DSK. DSK, Purple, HDV PAL. BASDEF 2. Ouais. C'est vraiment, mais il y a 12 000 fichiers qui sont tous appelés différemment. Alors celui-là, du coup. Voilà, là, là, il fait nuit, ça y est. Là, il va sortir. Une des premières images qui fait le tour du monde, c'est celle qu'on a capturée dans la nuit du 14 au 15 mai 2011, à 5h05, heure française. En fait, c'est pas nous qui l'avons capturée, c'est notre collègue Romain. Et on s'est relayé toute la nuit sur le trottoir du commissariat pour obtenir cette image. D'un coup, on a l'impression qu'il fait jour, tellement il y a de flashs qui s'allument en même temps. Et donc on le voit qu'il est tenu sous les coudes en fait. Il a les mains dans le dos menottées et il a un policier de chaque côté. Il regarde la caméra, ça dure quoi ? Ça dure 4 secondes, le moment où vraiment on l'a en pleine focale. Guys in the back. Guys, let's get the cuffs, Get the cuffs, guys, get the cuffs. Choper les menottes dans le sens filmer-les. C'est ce qu'on appelle le perp walk, l'abréviation de perpetrator walk. Autrement dit, la marche de l'accusé. Les menottes sur notre ex-futur président. C'est la première étape d'une descente aux enfers très visuelle. Mais rien d'inhabituel à ce perp walk devant les caméras. Historiquement, cette tradition existe pour prouver que le prisonnier n'a pas été battu par les policiers. Et que donc, sa déposition n'a pas été faite sous la contrainte. Cette procédure, qui paraît un peu Far West pour nous, Français, est en fait assez standard aux États-Unis. Ce jour-là, la demande de libération sous caution faite par les avocats de Dominique Strauss-Kahn est refusée par la juge et il est envoyé en prison à Rikers Island. Dans le premier chapitre, nous avons récupéré un disque dur qui nous a été envoyé de New York. Sur ce petit boîtier noir, toute l'affaire DSK telle qu'on l'a enregistrée. Et dès les premiers instants, devant le Sofitel, le 14 mai 2011, on se rend compte qu'on n'a Dieu que pour lui, l'agresseur présumé. Cette nuit du 14 au 15 mai 2011, devant le commissariat de Harlem, on est scotché par cette tête froissée, ce regard noir, cet imperméable mal posé sur les épaules basses de DSK, et ses menottes surtout. En tant que Française, on ressent comme une forme d'acharnement des Américains, comme un traitement dégradant vis-à-vis d'une personne jusque-là considérée comme respectable. Dans ce chapitre, on va découvrir que ce traitement était en réalité justifié par des éléments qui nous échappaient encore à l'époque. Je suis Anne-Cécile Genre. Je suis Marine Pradel. Et vous écoutez Shame on You, chapitre 2. Un spectacle made in America. Aux États-Unis, les policiers passent les menottes à tous ceux qu'ils arrêtent. C'est la procédure standard. Mais vu le statut de Dominique Strauss-Kahn, ce qui est moins courant, c'est que la caution soit refusée et qu'il soit envoyé en prison avant la tenue du moindre procès. Ça, personne ne s'y attendait. Pas même le bail bondsman, c'est-à-dire le prêteur sur gage, qui négocie les cautions permettant de libérer les prisonniers. Ira. Il s'appelle Ira Judelson, et Marine l'a rencontré à l'époque. C'est une négociation à l'américaine, quoi. Le procureur il met un prix, les avocats ils disent ah bah non on veut moins, et puis il y a un type qui sert d'intermédiaire pour négocier entre les deux, c'est le bail bondman. C'est son travail, il y a plein de bureaux en face de la cour de justice avec des néons et des trucs, et donc c'est des tout petits bureaux souvent un peu pourris. Et donc ce monsieur s'appelle Ira Judelson, je vais l'interviewer. Et dans son petit bureau en face de la cour criminelle, il y a plein de photos de tous les types, de toutes les stars. Donc c'est assez marrant parce que je me souviens qu'il y avait des photos d'un type, genre un ancien boss de la mafia à Manhattan, de Puff Daddy, etc. C'est un peu le négociateur des cautions des stars, quoi. Hello. Hi. Can you hear me? Yes, I can. Oh, it's perfect. Okay, great.
Alors après toutes ces années, on appelle Ira Judelson. La nuit du 14 au 15 mai 2011, alors que DSK est encore au commissariat, que nous on se relaie sur le trottoir d'en face et que la France dort encore sur ses deux oreilles, Ira Judelson dîne en famille quand il reçoit un coup de fil de l'avocat Ben Brafman. Je dînais au restaurant quand j'ai reçu un appel du cabinet de Ben Brafman. Ils m'ont dit « DSK a été arrêté. Vous savez qui est DSK ?» Et moi, je pensais que c'était le nom d'un bowling. Donc vous voyez, je n'avais aucune idée de qui c'était à l'époque. On a rigolé et mon interlocuteur m'a dit que c'était le chef du Fonds monétaire international. Donc j'ai compris la stature du personnage. Et il a ajouté qu'en plus de diriger le FMI, il était peut-être le futur président de la République française. Évidemment, la caution allait être très élevée. Donc on s'est mis à travailler dessus immédiatement, en pleine nuit. Mais on a été interrompu par la juge de la cour criminelle qui a pris la décision de ne pas accepter du tout de caution à cause de l'absence de traité d'extradition avec la France. Pas de traité d'extradition entre les États-Unis et la France. Ça veut dire qu'une personne recherchée aux États-Unis, mais réfugiée en France, ne sera pas arrêtée par la police française. Donc la justice américaine doit tout faire pour éviter que l'accusé ne quitte le pays. Quand j'ai reçu l'appel, il y avait une caution déjà négociée. Le montant avait été fixé, je ne sais plus exactement, entre 250 et 500 000 $. Puis le procureur en personne s'en est mêlé et il a été décidé d'un renvoi, ce qui signifie qu'il n'y a pas de caution qui tienne. Ils ont rayé la caution de la table des négociations et il a été envoyé à Rikers Island. Il y avait beaucoup de rumeurs au sujet de M. Strauss-Kahn. Ça s'est tout de suite vu dans les journaux. Je n'ai aucune idée d'où tout ça sortait, mais ce que je sais, c'est que le procureur s'est impliqué personnellement dans la négociation, bien plus que d'habitude. Je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un tel niveau d'implication. Je ne sais pas du tout pourquoi il se sentait autant concerné. Entre le 15 et le 19 mai 2011, DSK passe donc 4 jours et 4 nuits d'affilée derrière les barreaux. La juge donne finalement raison à l'accusation et refuse la remise en liberté. Cette nuit-là et les deux suivantes, Dominique Strauss-Kahn dort à Rikers Island, l'une des prisons les plus dures du pays. De sa cellule individuelle de 12 mètres carrés, il annonce dans une lettre sa démission du Fonds monétaire international et continue de nier les faits qui lui sont reprochés. I talked with Ira Judelson, who was... Ira? Yes. I love Ira. Yes. Okay, so... my first question. Alors, ma première question, est-ce que je dois vous appeler Juge Jackson, Justice Jackson ou Melissa? Étant donné le sujet dont il est question, vous pouvez m'appeler Juge Jackson. La juge Jackson, c'est celle qui, le 16 mai 2011, vient mettre son nez dans la négociation d'Ira Judelson. Elle refuse la libération sous caution de DSK et elle l'envoie en prison à Rikers Island. Je m'appelle Melissa Jackson et j'étais juge à la Cour suprême de l'État de New York de 2003 à 2023. So you're saying this is your first podcast interview? My first podcast. So have you been interviewed for radio before? Nope. No? En 2011, Marine avait déjà rencontré la juge Jackson, mais en off, comme on dit. Elle n'avait pas eu l'autorisation d'enregistrer ni de publier. 12 ans plus tard, Melissa Jackson vient de prendre sa retraite. Et pour pouvoir nous répondre, elle a demandé une autorisation spéciale au Department of Justice, le ministère de la Justice des États-Unis. Je savais que l'accusé était une personnalité de premier plan et j'avais plus ou moins entendu parler de lui, mais rien de plus. Et donc, chacune des parties plaidé sa cause et bien sûr, moi, je connaissais ses avocats. Et puis voilà, j'ai écouté les arguments de chaque partie. J'ai entendu qu'il avait été arrêté alors qu'il était en train d'embarquer dans un avion. Et donc, ça a été une décision très facile pour moi à prendre. Moi, je n'ai ressenti aucune pression pour prendre cette décision. C'était clair et net. On ne pouvait pas le libérer sous caution. Et pourquoi? Le risque de fuite. Je veux dire, il aurait très bien pu se procurer n'importe quel passeport diplomatique et sauter dans le premier avion. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. C'est quelqu'un de très puissant.
Donc c'était énorme, parce que les charges contre lui étaient très très graves. N'importe quel justiciable mis en cause, s'il essaie de quitter la ville ou si vous avez une preuve qu'il essaie de s'enfuir, soit vous décidez de fixer une caution, soit vous décidez qu'il n'y a pas de libération sous caution possible. En envoyant DSK en prison, Melissa Jackson s'assure donc qu'il ne sautera pas dans un avion. C'est ce qu'a fait par exemple Roman Polanski en 1978, profitant d'une période de liberté entre 2 procès, alors qu'il est accusé du viol de Samantha Gailey, une mineure de 13 ans. Polanski n'a toujours pas été jugé 45 ans plus tard. Voilà ce que Melissa Jackson veut éviter, et elle ne l'envoie pas dans n'importe quelle prison new-yorkaise. Pour des raisons de sécurité, il est envoyé à Rikers Island. On m'a dit que j'avais rendu les autorités pénitentiaires folles en leur envoyant un détenu comme DSK, parce que ça impliquait un tel niveau de sécurisation pour être sûr qu'il ne lui arrive rien dans la prison. Ils ont dû construire une cellule spécialement pour lui. Ils ont dû le mettre en isolement total pour le protéger des autres prisonniers. Rush, attends, il y a un dossier Rush qui s'appelle juste Rush tout seul. Est-ce qu'on n'a pas... DSK Guinée, DSK Rikers, DSK... Tu vois, Rikers Island, ça peut pas être là-dedans Moi, c'est la prison qui m'impressionne beaucoup. C'est vraiment... J'imaginais pas du tout qu'il y avait ça à New York, quoi. Rikers Island, AFP 18 mai. Ça, c'était plan de Rikers. Ouais. J'étais donc avec un photographe de l'agence de presse qui connaissait New York comme sa poche. Il s'agissait de trouver le bon rivage qui permet de filmer Rikers Island avec le meilleur angle. Donc il m'emmène dans cette espèce de parc à moitié abandonné du Bronx. Et là, effectivement, on voit très bien l'île à l'autre bout. Bon, après, il pleut, il fait un temps pourri, donc on a un peu de mal à filmer. Je crois qu'il y a 14 prisons sur l'île. Et donc on filme ces bâtiments hyper déserts, on filme des passages de camions, on filme les fourgons, on filme les moindres lumières qui s'allument dans les bâtiments en se disant « Ah, il est peut-être là » et tout, mais en réalité on ne sait pas du tout dans laquelle il est. Juste, toutes elles sont très glauques, quoi. On voit qu'il pleut, qu'il fait un temps dégueulasse, et les petits poc-poc-poc, là, c'est la pluie sur la caméra. Qu'est-ce que c'est que ce plan ? Ah, c'est la poupée. Une vieille poupée désossée, il reste plus que la tête de la poupée, sans cheveux, qui flotte dans une eau saumâtre, complètement, on dirait un film d'horreur. Et ce qui est marrant sur Rikers, c'est que c'est le centre de gravité de New York. Si on prend la ville au sens large, la ville avec les 5 districts. Et c'est assez parlant, je trouve, que ce soit pas quelque chose qui est en périphérie, qu'on essaye de reléguer, mais c'est au cœur de la ville, c'est vraiment genre la bouche à égout de la ville, quoi. Le truc qui absorbe tout le pire de la violence de New York, quoi. Un, deux. Pour avoir un aperçu un peu plus détaillé de ce qu'est vraiment cette prison et de ce que ça veut dire quand un juge vous envoie y faire un tour, on a retrouvé un autre Français qui est passé derrière ses barreaux et ses miradors. Je me suis dit, si on envoie DSK à Rikers Island, il ne va pas survivre. Christophe Rocancourt, surnommé par la presse l'escroc des stars. Il ne va pas survivre pour bien la connaître et bien connaître le système carcéral américain. Il est d'une extrême violence. Il y a des coups de lame qui passent à droite et à gauche, des coups de rasoir, des lames de rasoir où ils coupent les gens. Enfin, c'est un milieu hostile. C'est un milieu hostile par la bêtise. C'est le côté primaire du primaire, le côté prédateur. On survit en étant à la fois violent s'il faut l'être, et on survit en étant prêt au pire s'il faut l'être. Ou sinon, on est une victime. Il y a un côté extrêmement malsain dans tout ça. Christophe Rocancourt passe plusieurs semaines à Rikers à la fin des années 1990, avant d'être transféré dans une prison fédérale. Il a alors 32 ans et déjà à son actif 9 séjours en prison, dans 3 pays différents. De loin, l'établissement qui l'a le plus marqué, c'est Rikers Island. Moi, j'y suis allé en 99. C'est à mon sens la prison la plus violente et dégueulasse de New York.
la cam, les gangs. Moi, j'étais avec les Blancs et les Mexicains en cas de conflit. C'est obligatoire. Voilà. Quand vous arrivez dans le milieu carcéral américain, on regarde déjà si vous n'êtes pas une balance, ce qu'on appelle le rap sheet, c'est-à-dire les documents de votre jugement qui vous disent que vous avez été condamné, pourquoi. Et donc les violeurs, vous avez compris qu'ils ne survivent pas longtemps. Les violeurs aussi, vous dites Oui, ils se prennent des coups de lame, oui. Il y a des rasoirs, des blades qu'ils mettent dans la bouche pour les couper, voilà. On est chez les barbares. Mais c'est une proie idéale, DSK. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en protective custody, ils l'ont mis en PC, ils ne pouvaient pas survivre, c'était impossible. Il reste une trace du passage de Dominique Strauss-Kahn dans la prison de Rikers Island. Une photo de lui mal rasé, les paupières tombantes, en tenue de prisonnier bleu. La combinaison anti-suicide des détenus sous surveillance. C'est un maton qui l'a pris. C'est un maton, c'est un gardien qui l'a pris, qui l'a vendu. Cette photo capture le point le plus bas de ce qu'on a appelé la chute de DSK. Elle est reprise jusqu'en une du Financial Times, le journal économique où le directeur du FMI avait pignon sur rue encore quelques jours plus tôt. Ce n'est pas étonnant que son entourage essaie à tout prix de le sortir de là. Pendant les 4 jours et 4 nuits du séjour en prison, Ira Judelsson enchaîne les réunions de négociation. Il fait la navette entre les proches de DSK, et en particulier sa femme, Anne Sinclair, et le procureur de Manhattan. Ça a rameuté tellement de monde. Il y avait une foule incroyable de journalistes massés devant le tribunal. Et puis au milieu de tout ça, je travaillais avec la femme de Monsieur Strauss-Kahn. Elle était si élégante, si digne et toujours courtoise malgré les lourds dispositifs de sécurité autour d'elle. Et elle m'a fait confiance pour que je sorte son mari de prison. Les efforts d'Anne Sinclair et d'Ira Judelsson finissent par payer. Le prêteur sur gage négocie avec le bureau du procureur une caution au montant démesuré, 6 millions de dollars. La caution la plus élevée de l'histoire judiciaire américaine, dont 1 million en liquide. Le spectacle continue. Le $1 million en liquide a été déposé en gage auprès du tribunal. La caution de 5 millions de dollars, je l'ai négociée en échange d'une résidence surveillée et un bracelet électronique. J'ai dû fortement négocier le choix de cette résidence parce que la plupart des propriétaires immobiliers ne voulaient pas de lui. À cause de la presse et des hordes de paparazzi, et puis du dispositif de sécurité qui devait entourer M. Strauss-Kahn nuit et jour. Une centaine de journalistes s'est amassée devant le 71 Broadway. C'est la nouvelle adresse de DSK à Manhattan. À l'audience, il y avait un nouveau visage, le garant de caution. Un homme qui a beaucoup à perdre si DSK prend la fuite. Je fais confiance à la sécurité mise en place, je fais confiance au bracelet électronique. Vous savez, je suis dans un métier où on prend beaucoup de risques, mais j'ai confiance. Dominique Strauss-Kahn was one of the most striking moments of my career. It was the largest commercial bail bond. Dominique Strauss-Kahn, c'est vraiment un point culminant de ma carrière. C'est la caution la plus élevée que j'ai négociée et sans doute une des cautions les plus élevées jamais négociées de l'histoire de ce pays. J'ai déjà négocié une caution de 5 millions pour une personnalité du monde de la finance dont je n'ai pas le droit de dire le nom. Et puis bien sûr, il y a eu la caution d'Harvey Weinstein qui était à 2 millions en échange du bracelet électronique lui aussi. 7 ans après l'affaire DSK, le producteur d'Hollywood Harvey Weinstein est accusé d'agression sexuelle par plus de 80 femmes. Et la personne à qui il fait appel pour être libéré sous caution, c'est encore Ira Judelsson. Mais sa caution à lui sera 3 fois moins élevée que celle de Dominique Strauss-Kahn. Il régnait sur Hollywood, faisant ou défaisant des carrières d'actrice. Harvey Weinstein arrive aujourd'hui en déambulateur à la cour de New York. Ses détracteurs disent que c'est du cinéma. Il s'est fait opérer du dos il y a plusieurs semaines. Quand il comparaît à la cour criminelle de Manhattan, sur les images derrière lui, on voit Ira Judelsson.
Cher Harvey, aujourd'hui Dame Justice se penche sur un super prédateur. Toi. Le bail bondsman. C'est un des nombreux acteurs que ces deux affaires, l'affaire DSK et l'affaire Weinstein, ont en commun. Il y a leurs avocats, Ben Brafman et William Taylor, le procureur Cyrus Vance, et encore bien d'autres. Il y a les lieux aussi, la cour de justice de Manhattan donc, et la prison de Rikers Island, où Harvey Weinstein est provisoirement incarcéré pendant son procès new-yorkais. Il y est incarcéré parce qu'il est déjà sous les barreaux à l'époque. Il a été arrêté en Californie et a déjà comparu face à la justice là-bas. Dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, ce passage par la case prison n'est pas vraiment dans l'ordre des choses. En tout cas, c'est ce qu'on pense à l'époque. On est persuadé qu'il y a eu quelque chose, un coup de fil de l'exécutif français par exemple, qui a persuadé la juge Melissa Jackson d'être aussi ferme. C'était peut-être les accusations de Tristan Bannon ou l'affaire du Carlton, inconnue du grand public à ce moment-là, mais déjà dans les cartons du tribunal de Lille. Est-ce que vous savez si, au sein du bureau du procureur, ils avaient des informations sur d'autres cas similaires dans lesquels DSK était impliqué? Et est-ce que ça aurait pu jouer dans la décision de refuser sa libération sous caution et de l'envoyer en prison? By DSK, you mean? Vous voulez dire d'autres cas de crimes sexuels impliquant DSK? Non, je ne crois pas. J'ai appris plus tard l'histoire de proxénétisme en bande organisée. Je ne me souviens pas, à ce moment-là, d'avoir entendu parler d'autres affaires le concernant. Pour la juge Jackson, le simple fait que DSK risquait de fuir la justice et qu'il était accusé de viol suffisait à le mettre en prison. Il n'y avait pas de facteur aggravant et elle n'en avait pas besoin, car l'accusation de la part de Nafissatou Diallo était déjà très sérieuse à ses yeux. Vous savez, pour moi, c'était une affaire de viol comme une autre. La victime aurait pu être une serveuse, une petite amie. Je veux dire, c'était juste un viol. Et attention, comprenez-moi bien, je ne minimise en aucun cas la gravité des faits. En termes de charges judiciaires, d'ailleurs, un viol, c'est au même niveau qu'une attaque à main armée ou qu'une tentative de meurtre. Et c'est presque aussi horrible qu'un meurtre. Ça n'est pas un meurtre, on ne meurt pas, mais la violation de la victime et les blessures qui vont avec sont terribles. Ça fait 20 ans que Melissa Jackson traite des affaires de viol. Avant de devenir juge, elle était procureure, notamment au sein de la Sex Crimes Unit, l'unité de la police new-yorkaise spécialisée dans les crimes sexuels. Et elle a vu passer beaucoup de célébrités sur le banc des accusés. Alors en 2011, elle est bien loin de notre sidération à nous. Obviously, I'm somebody who grew up in the 60s. J'ai 70 ans, j'ai grandi dans les années 60-70 aux États-Unis, dans un moment de libération de la femme et d'autonomisation des femmes en général. Les femmes de ma génération, on peut le dire, on a brisé le plafond de verre. Il y avait très peu d'exemples de femmes juges ou de femmes avocates à l'époque. Et j'ai fait une fac de droit, et les avocates ou procureurs femmes, on n'était pas nombreuses. Mais ce qui m'a vraiment frappé en fait pendant cette affaire, et d'ailleurs ce sont des collègues femmes qui me l'ont fait remarquer, c'est qu'on a eu l'impression que le fait que cet homme puissant ait été envoyé en prison par une juge femme, que ça a déclenché un début de prise de conscience chez les femmes françaises. Que j'ai été une femme juge et non un homme, ça a eu un impact. Melissa Jackson ne prononce pas le mot en interview. Mais après l'avoir rencontrée, nous apprenons que le principe qu'elle a appliqué porte un nom. C'est la présomption de véracité. C'est-à-dire qu'elle considère que la victime de viol est de bonne foi, jusqu'à preuve du contraire. À ses yeux, face à un agresseur, certes présumé innocent, mais présentant un risque de fuite, la présomption de véracité de la victime peut primer sur la présomption d'innocence. Ce principe n'existe pas encore formellement dans le droit, ni américain, ni français. Mais il commence à entrer dans les esprits. C'est un des combats, notamment, de la sociologue française Irène Théry. Je me dis, quand même, que
de le savoir derrière ces barreaux-là, nous, on est en train de lui chercher des excuses et tout, mais des femmes qui l'ont approché avant et qui ont potentiellement souffert de ces comportements déplacés, c'est peut-être un moment où ça doit leur faire quelque chose, quoi. Pour tous les gens qui l'ont côtoyé avant, si vraiment il a eu des comportements déplacés avec d'autres, à ce moment-là, elles doivent se dire que c'est le moment de parler, quoi. Savoir DSK en prison provoque un début de prise de conscience chez les femmes françaises. À partir de là, elles sont un certain nombre à vouloir prendre la parole pour dénoncer les comportements problématiques d'une partie de la classe politique. Ensemble, elles auraient pu déclencher une réaction en chaîne aussi forte que le mouvement MeToo, qui naîtra seulement 7 ans plus tard. Moi, je l'avais rencontré, j'étais pas encore députée en fait. D'une manière complètement abrupte et inopinée, il a essayé de m'embrasser sur le trottoir en pleine rue à Paris, quoi, en fait. Vraiment, je me souviens très très bien d'avoir pensé « mets-lui une baffe ». Ce sera dans Shame on You, chapitre 3. Des affaires de bonnes femmes. Shame on You, un podcast imaginé et écrit par Anne-Cécile Genre et Marine Pradel. Réalisation, mixage, musique originale, Théo Boulanger. Production, Studio Fact Audio.